Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter mon affiche Défi d'implantation en temps de pandémie, l'expérience de sage-usage, un programme visant l'usage modéré d'alcool culturellement adapté pour les Premières Nations et les Inuits. Sage-usage, c'est un programme novateur qui est une adaptation culturelle d'Alco-Choix Plus. De plus en plus, on parle plutôt d'adéquation culturelle que d'adaptation culturelle, une question que Chantal Plourde et Myriam Laventure vont d'ailleurs aborder dans leur présentation. Sage-usage s'appuie sur les bonnes pratiques en matière de recherche avec les Autochtones et a été développé dans un processus de co-construction avec les communautés autochtones impliquées dans le projet. Il vise le développement de stratégies pour atteindre et maintenir un usage modéré d'alcool. De décembre 2019 à mars 2021, 65 intervenants de 10 communautés autochtones et 3 CCIUS ont été formés pour animer le programme. Cependant, l'implantation a été difficile et peu d'intervenants ont utilisé le programme jusqu'à maintenant. La pandémie qui est arrivée en tout début d'implantation a certainement joué un rôle, mais elle ne saurait à elle seule expliquer les difficultés d'implantation. Dans une première phase de suivi d'implantation, on a fait 2 vagues d'entrevues de groupe qui ont permis d'identifier des défis en lien avec le recrutement, la mise en œuvre, l'approche et la qualité des services. Les 2 temps de mesure ont donné des résultats similaires et les difficultés d'implantation ont persisté. Alors, on s'est questionné, on est retourné voir dans la littérature et ce qui en est ressorti, entre autres, c'est que la compatibilité des croyances personnelles des intervenants avec l'objectif de boire modéré est un élément déterminant de l'adoption du programme par ceux-ci. Également que le sentiment d'efficacité personnelle des intervenants favorise l'implantation de nouvelles interventions. Ça nous a donc amené à leur poser de nouvelles questions dans le cadre d'entrevues individuelles, entrevues qui sont d'ailleurs toujours en cours. On a voulu savoir quel était l'impact de la pandémie du point de vue des intervenants, quelle est leur opinion par rapport à l'approche de boire modéré. On voulait également savoir s'ils se sentaient suffisamment outillés pour utiliser le programme et puis comment ils percevaient l'idée d'un programme de mentorat pour les soutenir dans l'implantation. Je vous présente quelques-uns des résultats préliminaires de ces entrevues qui sont assez représentatifs des réponses qu'on a eues jusqu'à présent. En ce qui concerne les croyances personnelles, d'abord, quelqu'un nous dit « Apprendre à porter attention et à garder le compte serait une bonne chose pour nos clients pour qu'ils puissent commencer à prendre conscience de combien ils boivent. » Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, tous les intervenants qu'on a rencontrés disaient avoir des croyances qui étaient compatibles avec l'objectif de boire modéré. Alors, c'est encourageant. Pour ce qui est de l'impact de la pandémie, un intervenant nous a dit ça a fait toute la différence. On était formés, on avait nos guides, on avait fait des approches. Puis là, cette période-là d'arrêt des services, depuis cette période-là, on a de la misère à remonter dans le bateau. Quelqu'un d'autre nous a dit par téléphone, ça ne me tentait pas vraiment. Ces extraits-là nous montrent que les arrêts de service en lien avec la COVID-19 ont semblé jouer sur la motivation des intervenants. Maintenant, en ce qui a trait au sentiment d'efficacité personnelle, une personne nous a dit les autres intervenants qui ont été formés à sage-usage avec moi étaient vraiment stressés de le donner et j'ai l'impression que leur stress les a gagnés sur le fait d'essayer. Ce qui nous permet de penser qu'il y a peut-être effectivement un enjeu au niveau du sentiment d'efficacité personnelle chez certains intervenants. Toutes les personnes rencontrées jusqu'à maintenant se sont dites en faveur de la mise en place d'un programme de mentorat. Quelqu'un nous a dit, pour nous sentir plus confiants dans notre travail, nous avons besoin de rappel, de la présence de quelqu'un pour nous mentorer. Et quelqu'un d'autre a souligné que selon lui, il faudrait surtout que les formateurs viennent sur place parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus visuelles. Comme moi, je suis plus visuelle, il faut que je vois pour que ça monte dans ma tête. Ça nous laisse donc penser que le soutien à distance n'est peut-être pas la formule idéale, même si actuellement, on est limité au niveau des possibilités de formation et de soutien en présence. Finalement, ces entrevues nous ont également permis de constater que malgré nos défis d'implantation, il n'y avait pas des effets inattendus et positifs reliés au programme, comme on peut le constater dans ce passage-là, où un intervenant affirme que même en ne faisant pas de suivi sage-usage, toutes les informations qu'on a récoltées dans la formation, on les applique par la bande dans nos suivis. Ça nous a amené des nouvelles façons de travailler qui ont favorisé la création du lien avec nos bénéficiaires. Ils ont moins peur de venir nous voir parce qu'ils savent qu'on ne leur donnera pas un objectif qui est irréalisable. En conclusion, ce qui ressort jusqu'à maintenant de cette deuxième phase de suivi d'implantation, c'est qu'il faut s'intéresser davantage aux effets inattendus et positifs du programme. C'est vrai sur le plan des pratiques d'intervention, comme on l'a vu dans l'extrait, mais on sait aussi que dans certaines communautés, le programme a fait en sorte de créer des collaborations entre certains services qui avaient l'habitude de travailler un peu plus chacun pour soi. Alors ça, c'est super intéressant et c'est encourageant. On réalise également que les communautés ont besoin de temps pour s'approprier le programme et lui donner la forme qui convient à leur réalité. Ce qui nous a amené à allonger la collecte de données jusqu'à l'automne.
On travaille aussi actuellement sur une demande de financement aux IRSC pour que cet usage puisse continuer d'évoluer et qu'on puisse là, documenter ce processus-là. Finalement, ce qu'on réalise, c'est à quel point c'est important d'avoir un devis d'implantation qui évolue et qui est vivant. Et ça, c'est particulièrement vrai lorsqu'on travaille avec les Premières Nations et les Inuits parce que si on veut travailler dans une collaboration réelle avec les communautés, il faut faire preuve de flexibilité et accepter de sortir de nos créneaux et de nos moules allochtones. C'est ce qui termine ma présentation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.